déjà, le fait de fêter ses 30 ans pour nous, c'est une énorme fierté. Quand on y réfléchit, et souvent moi j'y pense, je me dis Eric Sies, dans les années 90, qui cofonde une banque au milieu d'un environnement hyper compétitif, où certaines des banques compétitrices justement ont plus de 200 ans d'histoire, faut avoir un sacré courage. Donc de se dire qu'on est là 30 ans après, et que justement on a plus faim que jamais, c'est déjà un joli cap. Bonjour et bienvenue sur Basis Point. Imaginez, vous êtes Monsieur Successful. Chaque étape de votre carrière est une réussite. Vous gravissez les échelons, vous occupez les fonctions stratégiques, votre trajectoire semble toute tracée. Et un jour, vous décidez de tout changer. C'est le choix qu'a fait Philippe Turian, notre invité du jour sur Basis Point. Quitter une très grosse structure pour rejoindre la banque Sies, un groupe à taille humaine, là où on peut vraiment avoir un impact en tant qu'individu. Parce que Philippe aime avoir les mains dans le cambouis et savoir que ses décisions ont autant de poids que d'impact sur l'institution qu'il sert. Une maison à l'image de ses ambitions entrepreneuriales donc. Un choix contre-intuitif dans une industrie où la taille est souvent présentée comme un avantage décisif. Philippe n'a pas vraiment un parcours classique. Opération, marketing, communication, front office, il a exploré plus ou moins toutes les facettes du monde bancaire avant son poste actuel à la tête de la gestion de fortune chez Sies. On a parlé croissance, innovation, leadership, rôle des gérants indépendants, avenir du banquier privé face à l'intelligence artificielle et aussi la place de la Suisse dans le grand jeu mondial de la gestion de fortune. Parce que oui, Hong Kong vient de ravir à la Suisse la première place mondiale des avoirs offshore sous gestion. Accident statistique ou signal d'alarme pour la place financière? On en parle avec Philippe Turian. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et dites-nous en commentaire ce que vous pensez du décrochage de la Suisse face à Hong Kong. Allez, c'est parti. Franchement Philippe, on va commencer par la question évidente. La banque privée, un secteur qui valorise la taille. Tu es parti d'une grosse banque où tu étais CEO pour venir dans une plus petite banque, indépendante, entrepreneuriale. Tu peux nous expliquer le parcours qui t'a emmené vers ce choix? Ouais, je pense qu'à un moment dans sa vie, on se pose la question de se dire, dans le fond, quels sont mes drivers intrinsèques. J'aspire à quoi? Qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Et moi, j'ai eu cette réalisation il y a 6 ou 7 ans. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment 2 drivers intrinsèques très simples. Le premier, c'est la qualité des relations humaines. Et le deuxième, c'est le fait d'avoir de l'impact. Parce qu'à la fin, si on passe 10, 12 heures par jour au boulot, on a envie que ça ait du sens. Et en fait, sur la base de cette réalisation-là, je me suis rendu compte qu'une banque de taille humaine, avec des valeurs familiales, comme celle de Sies, c'est une banque dans laquelle j'allais pouvoir réaliser ces deux drivers. J'ai rejoint une équipe avec laquelle je partageais les valeurs humaines et avec lesquelles j'avais du plaisir à travailler au niveau humain. Mais aussi, j'ai rejoint un comité exécutif d'une banque sur laquelle je peux vraiment avoir un impact sur la trajectoire, à la fois stratégique et à la fois financière de la banque. Et donc, du coup, j'ai pu répondre à ces deux drivers. Et aujourd'hui, c'est quoi les plus gros changements dans ton day-to-day entre justement être un acteur avec moins d'impact dans une immense structure qu'un acteur dans une bien plus petite structure avec plus d'impact? Bon, la différence fondamentale, c'est que je fais beaucoup plus moi-même. Il y a beaucoup plus qui repose sur moi parce qu'on a moins d'équipes, moins de moyens, moins de structures et donc du coup ça repose beaucoup plus sur les gens. Alors certaines personnes n'aiment pas forcément ça. Moi j'aime beaucoup parce que du coup il faut un côté entrepreneurial. Il faut être capable de relever les manches, il faut être capable de mettre les mains dans le cambouis, il faut être capable de faire un peu plus seul. Je trouve ça rewarding parce que je trouve que du coup on voit directement le résultat de ce qu'on fait nous-mêmes et pas forcément fondu dans une grosse structure. Et ça c'est vraiment la différence plus grande que je peux voir entre une grande structure dans laquelle j'étais ou une structure un peu plus boutique comme celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Tu as commencé dans une boîte de consulting, après tu es rentré dans la banque, tu as fait des opérations, tu as fait du marketing, de la communication, maintenant front office en tant que Head of Private Bank. Tu as un petit peu fait le tour de tout ce qu'il y avait à voir dans une banque et finalement, c'est pas les mêmes métiers. Donc ça donne quoi comme profil finalement quand on a ce parcours où tu as eu des fonctions dirigeantes dans plein de départements différents? Bon, c'est vrai que c'est un parcours un peu particulier, comme tu le disais, hein. Si on fait la suite, j'ai commencé par le consulting, ensuite j'ai fait du projet stratégique, après j'ai fait du marketing, de la com, de la stratégie produit, de l'investissement, des opérations, de l'IT. Et puis je suis revenu maintenant du côté du front office. Donc c'est vrai que j'ai touché à plusieurs secteurs ou plusieurs départements à l'intérieur de la banque privée. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement enrichissant parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'avoir une compréhension globale de la manière dont fonctionne une banque privée qui est très utile. Je la trouve très utile à 2 niveaux. La première, c'est dans le servicing des clients justement, dans mon rôle de front office aujourd'hui.
Parce que ça permet, quand un client exprime des besoins particuliers ou des envies, ou alors quand un banquier challenge la manière dont on fait les choses, une offre de produit, une offre de service, de pouvoir rapidement comprendre est-ce que c'est faisable, est-ce qu'il y a quelque chose à changer, et si on doit changer quelque chose, comment le faire, puisque j'ai fait des ops, puisque j'ai fait de l'IT, puisque j'ai fait de la stratégie de produit. Ou alors, si c'est pas possible, pourquoi c'est pas possible? Et donc, du coup, de pouvoir aussi répondre relativement rapidement au banquier ou au client, en disant non, ça malheureusement on pourra pas, et voilà pourquoi on peut pas le faire. Parce qu'à la fin, on peut pas tout faire. L'honnêteté, la transparence dans la manière de répondre, c'est certainement une des meilleures choses qu'on peut aussi donner aux clients. Donc, dans le front directement, je pense que le fait d'avoir cette vue un peu globale m'aide, mais là où elle m'aide encore plus, c'est dans mon rôle de membre du comité exécutif. Parce que là, par construction, c'est un rôle qui est transverse, où avec mes collègues, justement, on dirige la banque, on co-dirige la banque. Et le fait d'avoir eu cette expérience, de passer par la majorité des départements qui sont représentés dans un comité exécutif, ça me donne ce plaisir et cette chance de pouvoir aussi contribuer particulièrement sur les sujets qui sont transverses et qui touchent un petit peu à tous les niveaux de la banque. Parce que tu comprends les enjeux et les challenges de tes collègues dans les autres départements. Exactement. Mais finalement, pour toi, c'est quoi le dénominateur commun qui fait que tu as réussi à aller d'une fonction à l'autre? Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est quand même en général d'avoir une bonne compréhension globale de la dynamique d'une banque privée, comment elle fonctionne. Et ça, j'ai eu la chance de l'avoir au début de ma carrière parce que j'ai servi beaucoup de banques quand j'étais consultant externe. Et ensuite, mon premier job quand je suis arrivé en banque privée, c'était un job de consultant stratégique. Et un des gros projets que j'ai fait, c'était de faire une demande de licence bancaire auprès de la FINMA quand la banque de l'époque, Pictet, avait changé de structure juridique. Et la FINMA nous avait imposé de faire une demande de licence en disant « Vous changez tellement la gouvernance de la banque en passant d'une société de personnes à une société de capitaux que vous devez refaire une demande de licence bancaire. » Et donc forcément, le fait d'avoir été responsable du projet de redemander une licence bancaire auprès de la FINMA m'a forcé à comprendre de fond en comble comment fonctionne la Tu as banque. dû lire tout le manuel, quoi. J'ai dû même l'écrire. Alors évidemment, aidé avec beaucoup d'experts, mais j'ai dû l'écrire. Et donc, c'est le premier fil rouge de tous ces postes, c'est qu'au début, il y a quand même une bonne compréhension de la manière dont fonctionne une banque. Et puis après, le deuxième, que j'essaie de développer, c'est la question du leadership. Parce qu'à la fin, quand tu es manager, c'est pas toi qui délivres, c'est tes équipes. Et donc du coup, tu vas beaucoup dépendre de la qualité de tes équipes et de la manière dont tu les leads sur la manière dont toi, tu vas performer, parce que tu ne performes pas individuellement, tu performes selon la manière dont performent tes équipes. Et ça peut être source de frustration des fois? La transition que j'ai faite dans mon premier rôle de management, après avoir été project manager pendant plusieurs années, ça a été une transition qui est assez difficile. Parce qu'au début de ma carrière, du coup, surtout quand tu es consultant, quand tu es project manager, tu te définis beaucoup par ce que tu délivres toi-même. Et en fait, quand tu deviens un manager, tu te définis par ce que délivrent tes équipes. Ton gros win, c'est la performance de tes équipes. Exactement. Donc tu dois accepter un changement assez fondamental de la manière de travailler, mais même plus profond de la manière dont tu te définis toi-même. Quand tu as été quelqu'un qui a construit, entre guillemets, son succès sur ce que tu as été capable de livrer, d'accepter qu'en fait, c'est plus toi qui livres, mais que tu dois mettre tes équipes en situation de succès pour qu'elles livrent, c'est un changement presque de personnalité dans le fond. Mais j'avais été bien accompagné à l'époque et j'avais eu un mentor qui m'avait aidé à ça et j'ai aussi eu la chance d'avoir un executive coaching qui m'a pas mal aidé dans cette transition. Ok, maintenant, pour la banque, cette année, elle fête ses 30 ans, c'est l'âge de maturité, elle est établie, c'est une belle histoire entrepreneuriale. Mais comment on montre qu'on a toujours faim et qu'on va chercher de la croissance? Et d'ailleurs, on va la chercher où, cette croissance? Alors, je pense déjà, le fait de fêter ses 30 ans pour nous, c'est une énorme fierté. Quand on y réfléchit, et souvent moi j'y pense, je me dis Eric Sies, dans les années 90, qui cofonde une banque au milieu d'un environnement hyper compétitif, où certaines des banques compétitrices justement ont plus de 200 ans d'histoire, faut avoir un sacré courage. Donc de se dire qu'on est là 30 ans après, et que justement on a plus faim que jamais, c'est déjà un joli cap. Et non, j'allais dire du courage, presque du culot. Ouais, absolument. Effectivement, le culot de l'entrepreneur. Donc oui, aujourd'hui on a faim, on a plus faim que jamais. Et je pense que premièrement au niveau de l'équipe managériale, comme tu le sais, il y a eu la transition de la première à la deuxième génération qui a eu lieu au début de l'année. Nicolas Sies est devenu CEO. Et évidemment, c'est un jeune CEO qui a faim, qui a envie de montrer. Il est entouré d'un comité exécutif qui a faim, qui a envie de montrer. Et donc du coup, cette envie d'aller de l'avant, je me fais pas du tout de soucis. La croissance, d'où elle vient essentiellement d'une croissance organique. On est parti depuis une année et demie, 2 ans, dans un joli cycle de croissance, on a un joli momentum, et il vient avant tout du fait qu'on a un front de grande qualité, qu'on a beaucoup transformé avec Nicolas. On a aujourd'hui un mélange de banquiers du côté du front, entre des entre guillemets vieux briscards, qui sont là depuis plusieurs années, qui sont nos piliers, qui fonctionnent super bien, et puis des jeunes loups qui ont faim justement, et qui sont en croissance de bouc,
La mayonnaise prend bien, je dirais, entre ces deux générations. Ça se passe vraiment bien, on a un front d'une super qualité et c'est eux qui vont chercher notre croissance organique avant tout. Il y a des marchés spécifiques que vous êtes en train d'essayer de développer plus que d'autres? Ouais, alors on a un mix, je dirais, d'un point de vue purement géographique, si tu parles de la géographie, entre historiquement là où on a des grosses équipes et donc du coup une grosse expérience et des books de clients qui sont significatifs, et là où on voit la croissance future pour le prochain cycle de croissance, où là on est un petit peu plus focusé. Là, on va aller plutôt sur des marchés comme la Suisse, parce que c'est notre home market et que c'est là où on a un branding qui est fort et on a aussi un positionnement et une offre de produits et services qui fonctionne bien avec la clientèle suisse. Le Moyen-Orient, parce que c'est un endroit sur lequel on sait aussi qu'on a pas mal de croissance, de richesse, pas mal d'innovation, pas mal d'entrepreneuriat, et où le modèle de banque privée suisse en main familiale fonctionne bien, sans qu'il ait besoin d'être trop changé ou modifié pour correspondre aux besoins des clients. Et puis, on a aussi, plus proche de nous, la volonté de développer le marché anglais. C'est un marché sur lequel on a la possibilité d'avoir accès au marché depuis Brexit et les échanges bilatéraux qui existent avec la Suisse. Et donc, du coup, c'est un marché sur lequel on a aussi envie d'aller chercher de la croissance. Moi, j'ai envie de te challenger rapidement sur la Suisse, justement, parce que pour moi, la Suisse, c'est un marché hyper mature, presque saturé, avec beaucoup de gros, de grosses institutions qui sont hyper actives ici. Même les banques universelles, les banques cantonales, offrent des services de private banking. C'est pas un pays où il y a énormément de croissance et donc de nouvelles richesses. Comment on fait pour aller chercher de la croissance dans un marché petit et saturé? Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'il y a quand même de la croissance. Il ne faut pas oublier qu'on a un PNB qui est essentiellement constitué de petites et moyennes entreprises. Donc du coup, on a beaucoup d'entrepreneurs à succès. Alors certes, ce n'est pas des unicorns qui font la une des journaux, mais on a beaucoup d'entrepreneurs à succès qui créent beaucoup de richesses en Suisse année après année. Et en plus, il y a la question de la transmission générationnelle du patrimoine qui est en train de se passer en Suisse comme ailleurs. Donc du coup, ces deux éléments créent quand même des opportunités pour les banques en général. Après, oui, il y a beaucoup de compétition, c'est vrai, notamment de la compétition de certaines grandes banques, comme tu le dis, mais ces grandes banques ont aussi une stratégie où elles vont de plus en plus vers les gros clients, les très grosses fortunes. Nous, on est une banque privée qui est proche des gens, on est une banque privée qui est agile, on a un côté boutique, comme je l'ai dit plusieurs fois, et donc du coup, on a aussi un positionnement qui, à mon sens, correspond bien à la vraie nature des gens en Suisse qui cherchent une offre de banque privée. On est indépendant, on est en main familiale, ça compte. Il y a malheureusement eu quelques problèmes qu'on connaît et sur lesquels on ne va pas revenir avec certaines des grandes banques. Crédit Suisse, évidemment, est à l'esprit de tout le monde. Et donc, du coup, quand il y a ce genre de choses qui se passent dans un marché, ça crée aussi toujours un besoin en miroir de retourner à l'essentiel, de retourner à la relation humaine, de retourner au service boutique, de retourner à un alignement avec des gens, finalement, qu'on peut voir. Les propriétaires de la banque, qui gèrent aussi la banque, la famille Cise, c'est des gens qu'on peut voir, qu'on peut toucher, qu'on peut rencontrer. Donc ce retour à l'humain, ce retour à la boutique, c'est aussi quelque chose qu'on voit un petit peu en ce moment. Donc oui, c'est un marché qui est très compétitif, c'est un marché qui n'est pas forcément facile, mais c'est un marché dans lequel je suis persuadé, et les chiffres le prouvent depuis quelques temps, qu'on peut tirer notre épingle du jeu. Que cette transmission intergénérationnelle est un moment qui a le potentiel de redistribuer un petit peu les cartes. Toujours, toujours. C'est une opportunité, c'est un challenge aussi. On a aussi une clientèle qui arrive à l'âge où malheureusement ça peut passer à la génération future. Ça peut être compliqué à gérer, mais c'est clair que ça ouvre des opportunités. Et c'est à ce moment-là où il faut avoir le bon positionnement, la bonne offre de produits, la bonne offre de services et les bonnes personnes. On constate que de plus en plus de banques mettent de plus en plus de moyens pour servir les gérants de fortune indépendants. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous occupe? Pour nous, c'est un segment qui est important, effectivement, parce que ce à quoi je faisais allusion avant, la qualité du service boutique, l'accès à l'humain, l'accès à des produits et à des services, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gérants indépendants aujourd'hui aussi. Peut-être pas les mastodontes, les tout grands qui ont finalement recréé des compétences d'investissement et des compétences de service qui peuvent être similaires à celles d'une banque, mais tous ceux qui sont dans une taille, je dirais, moyenne à petite, ils ont aussi envie et besoin de voir leur offre de produits et services qui est complémentée par une banque. Donc oui, on voit ce segment comme un segment qui est important. Et ce que tu disais est intéressant, les banques investissent plus ou moins dans le servicing de ce segment, mais il y a aussi certaines banques qui ont pris un positionnement, je dirais, qui est assez radical, de dire, en fait, c'est un segment qui est en concurrence avec nos propres banquiers. Ils se battent pour les mêmes clients. Et les banques qui ont pris ce positionnement-là se disent, OK, si c'est le cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va limiter l'accès à nos ressources aux gérants indépendants, parce qu'on ne veut pas, entre guillemets, armer la compétition avec notre recherche, nos produits d'investissement, l'accès à notre risk planning, etc., etc. Donc juste du custody? Juste du custody et du trading.
Certaines banques ont pris ce pas-là, souvent les plus grandes. Nous, on prend le chemin inverse. On se dit que finalement, aujourd'hui, on est assez confiant sur le fait que nos banquiers ont ce qu'il faut pour être successful de leur côté. On n'a pas peur du risque de cannibalisation qui viendrait des gérants indépendants. Donc on gère les gérants indépendants avec la même qualité de service, la même accès à l'offre de produits et aux personnes et aux experts chez nous qu'on le ferait avec des clients privés. Et d'ailleurs, même la gouvernance est la même. C'est-à-dire que le desk gérant indépendant fait partie de notre front office, du wealth management que je dirige, au même titre que les différents desks de la clientèle privée. Parlons un peu de technologie maintenant. Les grandes banques, elles ont les moyens. Les fintech, elles ont l'agilité et le moteur d'innovation de l'industrie. Et les banques boutiques dans tout ça, elles se positionnent comment et quel rôle est-ce qu'elles peuvent jouer dans l'innovation technologique de la finance? Si je prends un pas de recul avec la question pure de la technologie, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les banques boutiques comme nous, elles peuvent venir avec cette idée un peu du meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que d'un côté, on a, entre guillemets, tout d'une grande, comme disait la fameuse pub à l'époque. On peut offrir la palette de produits et de services d'une grande banque. Discrétionnaire, géré de manière institutionnelle, asset allocation stratégique, asset allocation tactique, modèle portfolio, de l'advisory, l'accès direct à la table pour les gens qui veulent trader directement avec des traders, du wealth planning, des solutions de pension suisse, des services de family office. Donc toute l'offre de produits et services d'une grande banque. Mais ce qu'on peut garder, et on en a déjà pas mal parlé pendant cette interview, c'est l'idée de dire que l'humain reste au cœur de la manière dont on sert les clients. On a, tu le disais toi-même, la question de l'accountability. Quand on doit prendre des décisions, le management prend des décisions. On ne se cache pas derrière des comités, on ne se cache pas derrière des procédures ou des directives. L'accès aux gens, l'accès à la famille, qui est à la fois owner et à la fois manager, pour des clients qui sont eux-mêmes des family business owners, ça crée une proximité, ça crée une qualité d'échange de peer-to-peer, business owner to business owner, qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Le fait qu'on ait l'agilité de prendre des décisions extrêmement rapides, de garder, comme je le disais, l'humain au cœur de la manière dont on sert les clients, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et donc du coup, je pense que globalement, le positionnement des boutiques, c'est ça, c'est de dire on arrive à offrir le meilleur des deux mondes si on arrive à balancer ces deux côtés. Tout d'une grande, mais le service d'une boutique. Quand il s'en vient à la question spécifique de l'investissement, c'est clair que du coup, là, on doit être très focus. Parce qu'on n'a pas des moyens illimités. Et donc du coup, on doit vraiment se demander comment est-ce que la technologie va venir soutenir ce positionnement et quels sont les investissements qu'on veut faire en technologie pour soutenir ce positionnement. Pas remplacer l'humain, puisque c'est le cœur de notre value proposition, mais entre guillemets améliorer l'humain avec la technologie pour être encore meilleur dans le service en face des gens. Quand on pense banque privée, investissement, on pense actions, obligations, immobilier, enfin surtout en Suisse. SIS, traditionnellement, ça a une autre saveur. C'est aller chercher de l'alternatif, du décorrélé, des opportunités un petit peu difficiles d'accès. Tu arrives à nous en dire un petit peu plus sur cette culture d'investissement? Oui, bien sûr. Et effectivement, c'est quelque chose qui est très lié intrinsèquement à la famille elle-même et du coup à la banque sur la manière dont on fait les choses. Et pour comprendre ça, il faut revenir à la création de la banque en 96. Eric Ries, à ce moment-là, revient des États-Unis où il a fait sa formation financière, notamment dans le monde des hedge funds. Et il revient avec une conviction forte qui est de dire qu'il faut construire les portefeuilles des clients privés avec la même rigueur et la même approche qu'on le fait pour les clients institutionnels. Ça veut dire aller chercher la diversification. Parce que la diversification, comme on le sait, c'est the only free lunch dans l'investissement, la décorrélation. Et donc du coup, en 96, quand on crée la banque, on est une des premières banques à inclure des hedge funds dans le portefeuille de nos clients et à construire des portefeuilles markovitziens très diversifiés. Ensuite vient le private equity. La famille elle-même fait beaucoup de private equity et donc du coup, on crée une entité, SIS Capital, pour faire du private equity pour la famille et pour les clients. Les clients sont toujours invités à aller investir avec la famille dans les deals de private equity, que ce soit des deals directs ou des co-invest ou que ce soit de la sélection de managers, qui sont faits par SIS Capital. Et plus récemment, cette volonté de pousser un peu les frontières de ce qu'on est capable d'offrir pour nos clients s'est matérialisée avec l'offre crypto. On a lancé en 2022, de nouveau avec beaucoup de culot, comme tu le disais, une offre crypto alors qu'on était en plein crypto winter, parce que la famille et la banque avaient la conviction de dire c'est une classe d'actifs qui est là pour rester, elle est encore naissante, elle a des défauts de jeunesse, mais elle est là pour rester. Des use cases comme le use case du Bitcoin va rester pour des décennies. Et donc il faut qu'on trouve un moyen d'offrir à nos clients la possibilité d'investir de manière sûre et conveniente dans cette classe d'actifs. Donc on a lancé une offre de custody et de trading de crypto en 2022, qui a été ensuite complémentée du côté de SIS Capital par une offre en fonds de hedge fund.
Donc oui, c'est une classe d'actifs, comme je le disais, qui est très importante pour la famille, mais très importante pour la banque aussi, parce qu'elle correspond à cette conviction forte que je mentionnais avant, qui est, puisque la diversification est le seul free lunch en investissement, c'est fondamental pour nous en tant que banque, si on veut vraiment répondre à notre mission pour les clients, d'aller amener de la décorrélation et donc du coup d'amener de la diversification dans les portefeuilles. Maintenant, elle ne correspond pas aux besoins de tous les clients. Parce que du côté private equity, ou disons du côté marché illiquide en général, il faut être un client qui a en général une surface financière relativement significative, mais aussi un horizon temps qui permet de digérer cette illiquidité, et donc du coup d'être bloqué pendant plusieurs années avec ses investissements. Et puis du côté crypto particulièrement, on l'a vu, c'est une classe d'actifs qui, en tout cas pour l'instant, a encore une volatilité qui est plus élevée que les classes d'actifs un peu traditionnelles, et donc du coup il faut avoir aussi les épaules solides d'un point de vue investisseur pour aller chercher ces returns qui peuvent être intéressants, mais aussi être capable de dormir sur ses deux oreilles quand on voit la volatilité augmenter dans son portefeuille. Donc c'est des classes d'actifs qui ont une énorme valeur ajoutée dans la construction de portefeuille, mais on n'est jamais là pour pousser un produit au client. On est toujours là pour comprendre ses besoins et construire le portefeuille en fonction de ses besoins. C'est quand même vachement loin du troisième pilier et de l'immobilier de rendement auquel les clients suisses ont traditionnellement accès. C'est des choses que le marché ici comprend, que les clients veulent voir. Comme je te le disais, ça dépend énormément des clients auxquels on parle. Ça dépend de leur niveau de sophistication en investissement, ça dépend de leurs attentes vis-à-vis de leur portefeuille, ça dépend de leur horizon temps et ça dépend de leur surface financière, c'est sûr. Les produits alternatifs, surtout les illiquides, donc le private equity, sont des produits qui correspondent quand même plutôt à des gens qui ont une grosse surface financière. Donc c'est une question de moyens plus que de culture de l'investissement, tu dirais? Ouais, c'est quand même un peu les deux. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup une question de moyens. Mais d'un point de vue culturel, ça devient quand même, je dirais, de plus en plus accepté et compris que la diversification et que les produits comme le private equity, comme l'infrastructure, comme le private debt peuvent avoir de la valeur ajoutée dans les portefeuilles des clients, notamment à travers toutes les publications qui ont eu lieu autour de l'approche endowment. Les approches de ces gros endowments des grosses universités américaines dont on a tous entendu parler, Yale, etc., qui font des performances over the cycle qui sont impressionnantes. Il y a eu beaucoup de publications, donc tous les gens qui s'intéressent un peu à la finance comprennent que si on a les moyens et si on a l'horizon temps, c'est probablement la manière de faire. Et d'ailleurs de manière intéressante du côté CIS, puisque finalement c'est l'approche de la famille qui est très diversifiée et qui a une grosse asset allocation dans des produits liquides, c'est quelque chose qu'on a aussi voulu recréer. Donc on a aujourd'hui un pitch pour les clients qui pourraient être intéressés, qui leur explique un peu comment la famille investit et comment est-ce qu'on pourrait répliquer cette approche endowment pour clients privés pour eux. Alors tu parlais de la refonte du front office. Justement, alors, diriger une équipe commerciale dans une banque privée, c'est pas tout à fait comme diriger une équipe commerciale dans n'importe quel autre business. C'est des gens qui sont très indépendants, qui sont souvent dehors, qui ont chacun une approche différente du métier. Comment on fait pour fédérer une équipe aussi diverse? Chaque équipe, chaque fonction, ses spécificités et je pense pas que le front soit plus difficile qu'une autre équipe à gérer. Moi j'ai deux énormes convictions dans le leadership. C'est la première autour du fait d'être caring, d'être proche des gens, de montrer de l'empathie, de s'intéresser profondément aux gens, quels sont leurs drivers intrinsèques, quelles sont les choses qui les motivent, qu'est-ce qui va bien dans leur vie et qu'est-ce qui va pas bien dans leur vie. Et cette proximité humaine, à mon sens, c'est ce qui permet de créer des relations qui sont motivantes et qui permettent de donner envie aux gens de se battre, d'avoir du plaisir à venir travailler, d'avoir du plaisir à avoir des interactions avec leurs collègues, y compris leurs managers ou leurs leaders. Mais pour balancer ça, il y a une chose qui est hyper importante pour moi, c'est le courage managérial d'adresser les points. Comme disent les Anglais, put the fish on the table. Avoir la discussion de feedback difficile sur les choses qui doivent être faites de manière différente, de manière constructive. Adresser les problématiques de dynamique humaine qui peuvent être parfois un peu compliquées, les questions de politique, les mettre sur la table. Oser traiter les sujets, oser traiter les sujets humains. Et ma conviction, c'est que quand on balance les deux, beaucoup de care, beaucoup d'humain, mais avec le courage managérial de traiter les sujets, on arrive à un style de leadership qui fonctionne bien parce que les gens se sentent à la fois safe, mais à la fois aussi ça crée du respect et ça crée un environnement dans lequel on sait quelles sont les limites et on sait ce qui est attendu de nous. Donc c'est ce que j'essaye de faire. C'est aussi un style relativement naturel pour moi et je pense que l'authenticité dans le leadership est quelque chose qui est important, ça sert à rien d'essayer de jouer un rôle.
Donc j'espère que ça fonctionne, mais ça, ce sera plutôt aux équipes de le dire. Et après, toi, tu viens aussi avec ta vision stratégique pour la commercialisation des services de la banque. Est-ce que tu penses que cette approche humaine de laquelle tu parles t'aide justement à vendre ta vision aux équipes? Ou est-ce que où tu les laisses faire, continuer à faire comme ils faisaient et toi, tu t'occupes juste de l'aspect un peu nurturing des équipes? Bah, on boucle un peu la boucle avec le début de l'interview. Une des raisons pour lesquelles je suis venu dans cette banque familiale, c'est parce que je sentais que les valeurs humaines étaient aussi alignées avec les miennes. Et donc, du coup, je sentais que ce style de leadership allait fonctionner aussi parce que c'était particulièrement ce qui était attendu de moi dans une banque familiale. Et ce qui tombe bien, c'est que, comme on l'a aussi beaucoup dit, notre positionnement, il est beaucoup autour de l'humain. Il est beaucoup autour de l'accès aux gens, il est beaucoup autour du service boutique. Donc, quand tout ça s'aligne, quand les valeurs de l'entreprise, le style de leadership et le positionnement, les services qu'on offre aux clients s'alignent, ça crée de la cohérence et c'est là où ça fonctionne. Honnêtement, il va ressembler à quoi le métier de banquier dans 10 ans, en voyant l'évolution ultra rapide de l'intelligence artificielle? Est-ce que des métiers vont disparaître? Alors, j'ai une conviction forte, j'espère pas me tromper, qui est que le métier du banquier, en soi, ne va pas énormément changer. Pourquoi cette conviction? Parce que finalement, quand on me demande, mais la banque privée, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vend en banque privée? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai toujours cette réponse de dire, on ne vend pas des produits, on ne vend pas des services, on ne vend pas de la performance, on vend une chose. On vend d'une certaine manière, si ça peut se vendre, disons, on construit la confiance. Parce qu'à la fin, pour qu'un client prenne la décision de donner à son banquier la gestion de son patrimoine, qui peut être du patrimoine familial, qui peut être du patrimoine qu'il a créé lui-même en bossant toute sa vie, qui peut être du patrimoine qu'il a créé en étant entrepreneur, il faut qu'il ait confiance dans son banquier et dans sa banque. Et pour moi, la confiance ne se construit qu'avec les rapports humains. Donc je garde la conviction forte que le banquier va rester au cœur de l'industrie de la banque privée, même à horizon de 10 ans. Par contre, je pense que l'intelligence artificielle va assez fondamentalement changer la value chain. Parce que c'est clair que dans la value chain, dans la manière de délivrer de la valeur derrière le banquier, là évidemment, on le voit tous aujourd'hui, à la fois dans certaines industries qui sont déjà en train d'être réinventées, à la fois dans la manière dont on utilise tous à titre personnel l'intelligence artificielle, il y a des possibilités qui sont exceptionnelles. Donc dans 10 ans, je vois bien un banquier qui est augmenté par l'intelligence artificielle sur des sujets finalement comme mieux connaître son client. Parce que d'un point de vue humain, on peut ressentir des émotions, on peut voir comment les personnes réagissent, mais on a une capacité de notre cerveau qui est limitée de voir des patterns. Là où l'intelligence artificielle est exceptionnelle, c'est si elle peut regarder par exemple sur une relation qui dure 4 ou 5 ans entre un client et une banque, de dire à quel moment est-ce qu'il a réagi comment. Quand il se passait ça sur les marchés, quand il se passait ça d'un point de vue géopolitique, qu'est-ce qu'il a fait dans son portefeuille? Comment est-ce qu'il a réagi après? Et donc du coup de faire surfacer les patterns, de faire surfacer les préférences du client qu'on n'arrive pas, avec un cerveau humain, à comprendre ou à voir, c'est une des forces exceptionnelles de l'intelligence artificielle. Et si on arrive à amener ça au banquier, et que le banquier rajoute la connaissance émotionnelle, la connaissance personnelle du client, alors là on a un super banquier. Et évidemment, on le voit tous, il y a aussi la partie efficience opérationnelle. Aujourd'hui, de par l'évolution réglementaire de ces dernières années, le banquier passe beaucoup de temps à faire des tâches administratives liées à la compliance, liées au réglementaire. C'est normal, c'est les règles du jeu. C'est clair que demain, avec l'intelligence artificielle, il pourra peut-être passer moins de temps à faire ça parce qu'on aura des agents qui s'occuperont de ça et le banquier pourra se concentrer sur ce qui fait le mieux, c'est passer du temps avec son client. On a vu récemment que la Suisse était passée du premier rang historique, jamais contesté de première place financière pour les avoirs sous gestion offshore. Elle est passée au deuxième rang derrière Hong Kong. Qu'est-ce que ça dit de l'industrie? Qu'est-ce que ça dit du monde? Et qu'est-ce que ça dit de la banque privée suisse? Est-ce que c'est le début de la fin? Alors, je pense pas que ce soit le début de la fin. Et je pense pas qu'il faille surinterpréter. Pour une première raison, qui est le fait que l'augmentation des actifs qui sont sous gestion à Hong Kong est quand même énormément liée à la création de richesses en Chine. Et de par le contrôle d'échange, par construction, une grande partie de cette fortune créée reste en Chine, donc du coup reste à Hong Kong. Mais cela étant dit, c'est toujours quand même un bon signal de se réveiller et de regarder les choses en face. Je pense que la Suisse continue d'avoir un bel avenir devant elle d'un point de vue place financière internationale parce qu'on a des avantages qui sont exceptionnels. La stabilité géopolitique, et on le mesure malheureusement en 2026, mais c'est quelque chose qui est extraordinairement important. La stabilité économique, la stabilité fiscale sont des terreaux fertiles pour l'industrie de la banque privée.
Tu rajoutes par-dessus ça le know-how et l'expertise sur la manière de faire, d'un point de vue investissement, d'un point de vue servicing client, qui s'est construit sur des décennies, voire des siècles en Suisse. Et donc du coup, tu as quand même une force qui est difficilement imitable ou réplicable ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est des intrinsèques de la Suisse que je trouve très forts et qui me gardent dans une position de confiance par rapport à là où on va sur les années à venir. Là où il faut faire attention, c'est évidemment de protéger ça. Et puis, sur les cycles, on vit dans finance internationale des cycles de maturité différentes, notamment d'un point de vue réglementaire. Et on a vu une accélération réglementaire après la grande crise financière de 2008 sur des notions comme la protection du consommateur, avec MiFID en Europe, avec la LSFIN en Suisse, ou alors sur des notions liées à la protection du consommateur toujours, mais sur les notions de fonds propres. On entend beaucoup parler du débat autour de l'UBS aujourd'hui en Suisse. Et c'est là où je pense que c'est important, et c'est là où notre gouvernement et nos autorités ont un jeu difficile à jouer, de trouver le bon équilibre entre à la fois amener assez de protection pour s'assurer qu'on ait une place financière qui soit safe, qui soit d'une certaine manière avant-gardiste sur ces sujets-là, mais à la fois pour être les premiers à avoir raison. Parce que quand tu es le premier à avoir raison, en fait, dans le fond, tu as tort. Tu te mets en désavantage compétitif. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le débat parce que ce n'est pas mon rôle et que la critique est facile, mais l'art est difficile. Mais je pense que pour les années à venir, l'énorme challenge que vont avoir notre gouvernement et nos autorités de surveillance, c'est de toujours trouver la bonne balance entre assurer la bonne réglementation pour assurer la protection de notre place financière, mais pas aller trop loin et trop vite pour ne pas être les premiers et se mettre en désavantage compétitif par rapport aux autres. Philippe, les gens ne le savent peut-être pas, mais tu es un fanatique absolu de sport. Donc, aujourd'hui, devant témoins, on va faire un truc. On va découvrir ensemble quel est ton sport préféré. On peut y aller. La vie est faite de choix, donc tu dois choisir. Cyclisme ou ski? Ski, Ski ou tennis? les deux. Il faut faire des choix. Mais mon choix, dans ma vie, ça a été de jamais choisir. Niveau sport, parce que j'ai toujours eu énormément de plaisir. Donc j'ai fait beaucoup de compétitions en ski, en tennis et en foot. Mes coachs devenaient fous parce qu'ils voulaient que je choisisse l'un des trois sports. Et j'ai jamais voulu choisir parce que premièrement, j'allais jamais devenir professionnel dans un des trois. Et deuxièmement, j'avais trop de plaisir à en faire chacun d'entre eux. Donc je ne vais pas choisir aujourd'hui parce que je n'ai pas choisi dans ma vie. Tu me fais relire ma liste. Paddle ou foot? Paddle aujourd'hui. Alors, pas un sport. Si tu pouvais garder que un sport dans ta vie, ce serait lequel? Donne-moi au moins un sport d'hiver, un sport d'été. Le ski l'hiver Ok. et le tennis l'été. Philippe, merci beaucoup. C'était super. Merci à toi. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer juste là en bas pour vous abonner à la chaîne YouTube officielle Basis Point.